Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur l'évaluation en situation authentique. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce type d'évaluation-là est de plus en plus populaire dans les différents courants pédagogiques, mais c'est encore méconnu. Donc, c'est important pour moi de mettre de l'avant ce type d'évaluation qui a vraiment des bénéfices importants pour l'apprentissage. Aussi, c'est une manière parfaite d'éviter ou de minimiser les risques de plagiat dans vos évaluations. Puis dans un contexte d'enseignement hybride ou à distance, ça vaut son pesant d'or. Donc, dans cette capsule, je vais d'abord vous parler des caractéristiques d'une évaluation authentique. J'en ai choisi 5, il y en a plusieurs autres que je vais aussi aborder un peu à travers tout ça, mais j'ai choisi les 5 caractéristiques les plus essentielles. Sachez que des situations authentiques, ça varie beaucoup. Le type d'évaluation peut changer, la grosseur de l'évaluation. Donc ici, je vous fais un portrait plus général. Ensuite, je vais vous parler des avantages d'une évaluation authentique. Je vais faire ça quand même brièvement parce qu'encore une fois, je vais aborder ces avantages-là tout au long de ma capsule. Mais je vais essayer de mettre en relief ce que vous pouvez faire avec une situation authentique que vous ne pouvez pas faire ou dans une moindre mesure avec l'évaluation traditionnelle. Finalement, si vous voulez mettre en œuvre ce type d'évaluation, je vous ai préparé un plan pour l'élaboration et la planification, donc en 5 étapes. Comment y parvenir? C'est un type d'évaluation qui demande beaucoup de réflexion avant de le mettre en application, donc je voulais vous aider, vous outiller un peu pour le faire. Donc c'est parti. On va commencer avec les différentes caractéristiques. Donc, comme je vous disais, j'en ai choisi 5. D'abord, il y a l'aspect réaliste du contexte d'apprentissage. Ça, c'est peut-être la caractéristique la plus fondamentale d'une évaluation en situation authentique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on essaie de reproduire dans le cadre de l'évaluation un contexte qui pourrait se retrouver à l'extérieur du contexte académique, du contexte scolaire. Euh, Par exemple, on va utiliser une situation qui pourrait se retrouver dans un contexte professionnel. Ça s'applique beaucoup aux techniques ou aux AEC, un peu moins aux préuniversitaires, quoique ça pourrait aussi être utilisé. On pourrait utiliser aussi un contexte qui est tiré d'un moment clé de la vie de citoyen de vos futurs étudiants, de vos étudiants. Vous pourriez utiliser un contexte, peu importe quel qu'il soit, mais qui se retrouve à l'extérieur de l'école ou d'une situation artificielle qu'on crée avec une évaluation qui est plus traditionnelle. Parce qu'une évaluation traditionnelle, on demande par exemple à nos étudiants d'avoir accès à aucune documentation, ni ressources humaines, ni documentation, ni documents de référence, ni outils, ce qui pourrait pas vraiment se retrouver dans un contexte hors que l'école. Donc, dans ce type d'évaluation, souvent, c'est des évaluations à livre ouvert où les étudiants ont accès à une multitude de ressources. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est une autre caractéristique fondamentale. Mais donc, on essaie vraiment de mettre en place un contexte, une mise en situation, donner un mandat aux étudiants qui pourraient se retrouver dans dans la réalité extérieure à l'école. Ensuite, dans cette même veine-là, on attend souvent une production concrète au bout du fil. Donc, on va demander aux étudiants de créer quelque chose plutôt que de reproduire ou redire de l'information qu'on leur a donnée dans un cours. Donc, ils vont devoir vraiment s'approprier les différents savoirs, savoir-faire, savoir-être également. Souvent, cette production concrète-là va être présentée soit devant un public, devant des clients, devant un comité d'experts, etc. Donc, on essaie encore une fois de reproduire un contexte réaliste et le format de cette production-là peut varier. Donc, souvent, on laisse le format ouvert pour que les étudiants puissent naviguer, prendre des décisions plutôt que leur imposer un modèle précis. Donc, ça permet vraiment à l'étudiant, comme je le disais, de s'approprier les différents savoirs et de les mettre en application dans un contexte précis. Motivante, engageante et stimulante, donc c'est à la fois une caractéristique et un avantage de ce type d'évaluation-là, mais il y a plusieurs éléments dans ce type d'évaluation qui font que souvent la motivation va augmenter. D'abord, c'est non routinier. Ce type d'évaluation-là va sortir les étudiants d'un contexte plus traditionnel dans lequel ils sont habitués de faire leurs examens. Donc, juste ça, ça peut jouer sur la motivation. C'est aussi souvent un défi qui est intéressant, qui est stimulant pour les étudiants. Et comme ils ont à prendre des décisions, je parlais par exemple de laisser ouvert le format de la production concrète, comme ils ont à faire des choix, ça augmente leur sentiment de contrôle et ça augmente leur niveau de motivation. Finalement, la dernière portion qui fait qu'une situation authentique peut être motivante, c'est l'aspect signifiant. Si on sait que ces compétences qu'ils développent, les savoirs, savoir-faire et savoir-être qu'ils mettent en application peuvent être réutilisés dans un contexte à l'extérieur de l'école, ben, ça peut être stimulant et motivant pour les étudiants. Ensuite, il y a l'utilisation d'une multitude de ressources.
Comme je le disais tout à l'heure, l'aspect réaliste du contexte devrait faire en sorte qu'on permette aux étudiants d'avoir accès à toute la documentation dont ils ont besoin. Souvent, les consignes d'une évaluation en situation authentique vont comprendre un dossier de référence avec toutes les informations dont ils ont besoin, parfois même plus. Donc, des fois, on peut intégrer des données parasites qui font que les étudiants vont avoir à utiliser leur sens du jugement. Donc, essayer d'identifier quels sont les savoirs qui sont pertinents pour réaliser la tâche qu'on me demande. Parfois, au contraire, il y a des données qui sont manquantes que les étudiants doivent aller chercher d'eux-mêmes. Mais donc, ils ont accès, par exemple, à leur professeur, à la rétroaction de leur père, peut-être même au comité d'experts, au jury, si ça s'applique dans votre situation. Ils ont accès à de la documentation, un dossier de référence. Normalement, ils ont accès aussi, de manière classique, à leur grille d'évaluation, aux critères d'évaluation aussi à l'avance. Donc, tout ça, ça fait partie des ressources dont ils auront besoin parce qu'en milieu professionnel, les étudiants ont accès, les futurs employés ont accès à ces ressources-là. Finalement, la dernière caractéristique fondamentale, c'est l'idée qu'il y a une rétroaction qui est continue, qui est faite par étapes. Souvent, on va parler d'un projet qui s'échelonne sur plusieurs semaines. Donc, dans son, disons, sa version classique, c'est quelque chose qui a quand même une grande ampleur. Donc, on va permettre aux étudiants d'obtenir de la rétroaction à chaque étape. Souvent, on va diviser la tâche en plusieurs sous-tâches avec des remises formatives ou sommatives selon comment vous déterminez la chose, avec des rétroactions qui peuvent venir de vous, qui peuvent venir des pairs aussi. Donc, on peut intégrer une espèce de consultation entre les pairs. Il peut y avoir des remises, par exemple, des rapports d'étape. Il pourrait y avoir un plan de travail qui est remis au début, une version formative. On pourrait leur demander de faire un journal de bord. Bref, il y a plusieurs manières d'intégrer la rétroaction continue, mais elle est essentielle parce que ce type de projet-là contient beaucoup d'inconnus. Je vous parlais, par exemple, de la pertinence des données. Donc, si les étudiants doivent juger par eux-mêmes quelles données sont pertinentes, ben, c'est une part d'inconnu. Le format de la production concrète attendue aussi peut être inconnu. Le chemin pour se rendre au résultat peut varier d'une personne à l'autre. Il n'y a pas une bonne réponse. Dans ce type d'évaluation-là, c'est l'étudiant qui va faire son chemin puis déterminer un peu comment il va parvenir au résultat. Donc, ça va nécessiter un accompagnement, un suivi très serré avec l'enseignant. Donc, les avantages maintenant d'une situation authentique ou d'une évaluation en situation authentique, d'abord faire développer les savoirs agir et les savoir-être. J'en ai déjà parlé rapidement, mais souvent dans les évaluations traditionnelles, on évalue simplement les savoirs. Donc, si l'étudiant est en mesure de reproduire, de redire ce qui lui a été enseigné. Ici, l'étudiant doit mettre en application et il doit aussi être dans le contexte réaliste dans lequel il est. Souvent, il doit interagir avec des humains, il doit respecter des normes éthiques, il doit réagir à des comportements humains qui peuvent varier. Donc, il y a tout ça aussi qui est de l'ordre du savoir-être et qui est essentiel au développement collégial. On leur fait faire des apprentissages durables, intégrés et transférables. Donc, on fait beaucoup appel à ce qu'on appelle les connaissances conditionnelles. Donc, l'étudiant doit juger dans quel contexte il peut appliquer ces différents savoirs. Et ça fait en sorte que c'est un apprentissage qui est beaucoup plus durable, qui est intégré à un contexte précis. Engager et motiver les étudiants pour un défi stimulant, j'en ai déjà parlé, donc je vais passer rapidement là-dessus. Développer votre rôle d'accompagnateur, ça c'est hyper important. Je le disais, le suivi doit être serré auprès des étudiants, mais ça fait en sorte que votre rôle d'enseignant est un peu différent par rapport à une approche plus traditionnelle où vous faites de l'enseignement magistral, par exemple. Là, vous faites un suivi serré auprès des étudiants, vous avez une relation avec eux qui est beaucoup plus riche et souvent ça motive les enseignants d'avoir ce contact étroit avec leurs étudiants. Ça permet d'évaluer le produit, le processus et le propos. Euh, Encore une fois, dans une évaluation traditionnelle, ce qu'on évalue la majorité du temps, bon, ça dépend des disciplines. Par exemple, en mathématiques, on va évaluer le processus, mais souvent, on évalue que le produit, mais pas le processus que l'étudiant a pris pour se rendre à ce produit, et ni le propos, c'est-à-dire la métacognition. Donc, vous pouvez intégrer dans ce type d'évaluation des données métacognitives. Par exemple, si vous utilisez un journal de bord pour comprendre un peu le processus mental aussi des étudiants. Favoriser les interactions entre les étudiants. Souvent, ce type d'évaluation se fait en équipe, étant donné l'ampleur de la tâche. Si vous voulez aussi pas être submergé par la correction, c'est une bonne idée de le faire en équipe. Donc, ça favorise les interactions entre les étudiants et ça peut être motivant pour certains. Proposer une tâche signifiante aux yeux des étudiants, ça aussi, j'en ai déjà parlé, mais comme ils ont l'impression qu'ils peuvent réinvestir ce qu'ils apprennent dans des contextes non artificiels ou non scolaires,
ça peut être motivant pour eux. Et finalement, j'en ai parlé d'entrée de jeu, limiter les risques de plagiat. Il n'y a pas une seule réponse bonne pour ce type d'évaluation, donc l'étudiant ne peut pas aller trouver la réponse sur Internet et comme vous évaluez chacune des étapes pour mener au processus, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de le faire pour lui. En fait, difficilement. Donc, c'est vraiment une avenue intéressante pour limiter les risques de plagiat. Comment élaborer et planifier une évaluation en situation authentique? J'ai divisé ça en 5 étapes que je vais préciser par la suite. Donc, analyser le contexte évaluatif, choisir le contexte réaliste dans lequel l'évaluation va prendre forme, déterminer là où les tâches qui seront à réaliser, planifier la rétroaction et le suivi des étudiants. Donc, j'en fais une étape, étant donné que c'est vraiment important. Rédiger les consignes de l'évaluation. Pour analyser le contexte évaluatif, c'est pas compliqué, ça ressemble à n'importe quelle évaluation que vous allez avoir à faire ou à mettre en place dans votre session. Donc, vous allez vous demander d'abord, c'est quoi la place du cours dans le cursus? C'est quoi les cours concomitants, donc qui viennent avant ou après? Comment je peux réinvestir les savoirs qui ont été ou les compétences qui ont été développées dans les cours précédents? Ensuite, le nombre de périodes qui vous est possible d'allouer. Donc, selon le nombre de périodes que vous pouvez faire, ça va varier en fait l'ampleur de votre situation authentique. Le moment dans la session, donc est-ce que ça va se faire au début, à la mi-session, à la fin de la session? Est-ce que c'est quelque chose qui va se dérouler tout au long de la session? Donc, il faut réfléchir à ça. La pondération de l'évaluation, est-ce que ça vaut 10%? Est-ce que ça vaut 30%? Donc, encore une fois, en fonction de cette donnée-là, votre planification va changer. La pondération du cours, ce que je veux dire par là, c'est la portion de temps que les étudiants de travail qu'ils doivent faire à la maison. Donc, il ne faut pas non plus leur demander plus que la pondération prévue. Donc, il faut penser à ça. Finalement, tout ça va vous permettre de déterminer l'ordre de grandeur de votre évaluation. Je vous conseille pour la première fois peut-être de faire une micro-situation authentique, par exemple une petite activité d'apprentissage qui a lieu pendant un cours ou pendant 1 heure dans le cours, et vous pourriez par la suite essayer des situations authentiques moyennes ou des macro-situations authentiques qui normalement là, se déroulent sur toute la session. Ensuite, vous devez choisir le contexte réaliste dans lequel l'évaluation va prendre forme. Donc, tout part du contexte et bien sûr, ce contexte-là doit être en lien avec la compétence à développer dans votre cours. On s'entend que la compétence est quand même, reste au centre de votre réflexion. Mais de où vous pouvez tirer votre contexte? D'abord, justement, de la compétence et son contexte de réalisation qui sont indiqués dans le devis ministériel. Parfois, le devis ministériel prévoit déjà un contexte de réalisation duquel vous pouvez partir pour vous inspirer. Donc, vous pouvez peut-être le bonifier un petit peu, mais c'est déjà un bon point de départ. Vous pouvez partir du contexte professionnel. Donc, vous pouvez vous demander, par exemple, un historien professionnel, que fait-il à l'extérieur donc du contexte académique? Qu'est-ce qu'il peut faire comme tâche et essayer de reproduire cette tâche-là. Encore une fois, c'est plus facile peut-être pour les techniques et les AEC comme elles sont très appliquées, sachant qu'au préuniversitaire, on ne forme pas les étudiants à un métier. Mais ça dérange pas, même si vous le faites, vous intégrez un contexte professionnel, ça fonctionne aussi, ça va les motiver davantage. Vous pourriez partir d'un ou des moments clés de leur future vie de citoyen. Par exemple, le moment où ils vont aller voter. Donc, vous pourriez vous inspirer de ça. Un moment où ils pourraient présenter un projet, par exemple, à la mairie, peu importe. Vous pourriez partir d'une réalité extrascolaire, quelle qu'elle soit, donc qui existe à l'extérieur de l'école. Et vous pourriez, ça c'est intéressant, partir d'un besoin social ou institutionnel. Par exemple, vous avez à organiser une semaine de l'intégrité intellectuelle dans votre collège. La direction voudrait qu'il y ait une série d'affiches. Donc, vous pourriez demander à vos étudiants de préparer, donc vous êtes en arts, lettres et communication, par exemple, vous pourriez demander à vos étudiants de préparer ces affiches-là et de les utiliser réellement pour le besoin institutionnel. Donc, on sait que, encore une fois, il y a une raison, ça vient donner du sens à la tâche. L'étape 3, c'est préciser là où les tâches qui seront à réaliser, en fait, toutes les caractéristiques autour de ces tâches-là. Donc, vous devez d'abord définir un mandat. C'est quoi le mandat qui va être ou la mission qui va être demandée aux étudiants? Il faut que ce soit quelque chose d'accrocheur qui les interpelle. Vous allez choisir le format approximatif de la production concrète. Donc, vous pourriez baliser un peu, mais je vous rappelle que l'idée aussi, c'est de laisser ça quand même ouvert. Vous pourriez laisser ça complètement ouvert et ne pas préciser du tout de format, mais si vous avez besoin que ce soit une production écrite, un travail écrit, ou si vous avez besoin que ce soit une présentation orale, ben là, vous pouvez le préciser. Diviser l'évaluation en plusieurs sous-étapes et en préciser la teneur. Donc, vous partez de votre mandat principal, vous faites les différentes étapes et vous les définissez, les décrivez davantage.
Déterminer le nombre ou la taille des équipes si ça s'applique. Parce que, évidemment, si il n'y a pas d'équipe dans votre travail, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais si c'est le cas, il faut réfléchir, ça peut avoir un impact sur la suite de vos consignes. Et vous déterminez les critères d'évaluation. Ces critères d'évaluation-là doivent être fournis aux étudiants à l'avance. Il faut que ce soit très clair pour vous, euh, les différents critères pour les différentes tâches à réaliser, pas juste pour la tâche principale. La quatrième étape, c'est de planifier la rétroaction et le suivi des étudiants. Donc, vous allez déterminer les moyens par lesquels vous allez donner de la rétroaction aux étudiants. Est-ce que vous allez intégrer, par exemple, dans votre cours, des échanges informels entre les étudiants? Ça pourrait être aussi des échanges formels beaucoup plus structurés. Est-ce que vous allez leur demander de préparer un plan de travail au début de la session? Est-ce que vous allez leur demander de faire des rapports d'étapes? Donc, plusieurs rapports à chacune des tâches ou à quelques tâches plus importantes. Est-ce que vous allez leur demander de faire l'évaluation formative de leurs collègues ou est-ce que c'est vous-même qui allez faire l'évaluation formative? Est-ce que vous allez leur demander des bilans d'étapes, un journal de bord que vous allez corriger quand même de manière régulière? Donc, tout ça doit être réfléchi à l'avance et intégré dans votre réflexion globale. Vous allez choisir aussi les moments où les étudiants vont recevoir la rétroaction, qu'elle soit sommative ou formative. Et vous allez créer les outils de rétroaction. Donc, si c'est un journal de bord, est-ce qu'il y a un gabarit de journal de bord? Si vous remettez, disons, des évaluations formatives, en fait, vous faites la rétroaction sur des évaluations formatives que vos étudiants vous aient remis, donc créez ces outils-là de rétroaction à l'avance, pardon. Finalement, à partir des 4 premières étapes, vous allez être prêt pour rédiger les consignes. Et les consignes sont souvent assez fournies dans ce type d'évaluation, surtout si vous faites une macro-situation authentique. Qu'est-ce qu'elles doivent contenir? D'abord, la mise en situation du contexte réaliste. Donc, vous devez préciser le contexte, toutes les données que les étudiants ont besoin de savoir sur le contexte. Donc, ça peut être les personnes impliquées, ça peut être les normes sociales qui régissent ce contexte-là. Donc, il faut vraiment que ce soit très clair pour les étudiants. Ensuite, vous allez préciser le mandat alloué aux étudiants. Donc, qu'est-ce qui va leur être demandé? Quelles sont les tâches qu'ils ont besoin d'exécuter? Et encore une fois, comme je le disais, ça doit être accrocheur. Ça doit être quelque chose qui vient peut-être les intriguer ou les chercher, les motiver davantage. Ensuite, les différentes étapes de réalisation de ce mandat-là. Donc, on a un mandat principal. Comment on fait pour y arriver? Donc, c'est quoi les différentes étapes de réalisation? Donc, vous allez devoir, par exemple, remettre un travail, présenter une version orale de votre travail devant un comité d'experts. Donc, toutes ces étapes-là doivent être précisées. Si c'est nécessaire, vous allez aussi fournir le dossier de référence. Donc, ça dépend des compétences à développer. Si vous avez besoin que vos étudiants développent des compétences en recherche documentaire, peut-être que le dossier de référence n'est pas nécessaire. Mais si ça fait pas partie vraiment des compétences que vous voulez développer, vous pouvez leur donner vraiment la documentation, tout ce qu'ils ont besoin pour faire leur travail ou produire ce qui est leur production concrète. Donc, tout ce que l'étudiant pourrait avoir besoin doit se retrouver dans ce dossier de référence. Les consignes doivent déjà comprendre les grilles de correction et les critères d'évaluation. Il ne faut pas qu'il y ait de surprise pour les étudiants. Je vous le disais, surtout qu'il y a quand même une grande part d'inconnu ou de mystère dans ce type d'évaluation. Les critères et les grilles de correction, ça doit être très, très précis, très clair. Donc, je vous invite à utiliser des grilles à échelle descriptive qui sont vraiment plus détaillées. Finalement, si votre travail se fait en équipe, donc vous pourrez préciser les consignes de gestion des équipes. Bref, à partir de ces 5 étapes-là, vous pouvez vraiment mettre en application une évaluation en situation authentique. Et je vous conseille vraiment de le faire parce que ça a des bénéfices importants sur l'apprentissage des étudiants. Puis c'est aussi quelque chose à la fois stimulant pour eux, mais pour vous aussi parce que vous êtes surpris parce que les étudiants produisent, comment ils interprètent vos consignes, etc. Donc, je vous le conseille fortement. Si vous avez besoin d'aide pour mettre en application ce type d'évaluation, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou à m'écrire. Donc, je vous souhaite bonne chance et bonne journée.